On va poursuivre avec Cédric Carrier, qui va nous parler des hyperclérants, donc d'augmentation de la clairance de la créatinine dans justement l'exposition aux antibiotiques. Est-ce que réellement on peut imaginer une diminution d'exposition antibiotique dans ce cas bien précis? Bonjour Claire, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Est-ce que vous m'entendez correctement? On t'entend très bien. Et pour introduire le sujet, donc la question qui m'a été posée, c'est comment réduire l'exposition aux antibiotiques en cas d'augmentation de la clairance rénale. Et pour répondre à cette question, je vais me baser d'abord sur les premières recommandations de 2015 qui préconisent 4 axes principaux pour réduire l'exposition aux antibiotiques, à savoir améliorer et accélérer le diagnostic, Antoine vient de nous en parler, hiérarchiser le délai et le type d'antibiothérapie probabiliste, raccourcir les durées d'antibiothérapie, Marc sera en charge de ce sujet, et optimiser l'administration des antibiotiques, c'est-à-dire les doses et les modalités d'administration, afin, en priorité, d'éviter le sous-dosage de ces antibiotiques, sous-dosage pourvoyeur d'échecs thérapeutiques, d'acquisition de résistance ou d'antibiothérapie prolongée. Dans cet objectif, les recommandations parues 4 ans plus tard insistent sur le fait de considérer chez chaque patient toutes les sources d'interaction pharmacocinétique à chaque jour de l'antibiothérapie curative. Et parmi les causes d'interaction PKPD, l'hyperclérance rénale est désormais reconnue comme l'un des principaux facteurs de variabilité inter- et intra-individuelle chez nos patients de réanimation. Hyperclérance généralement définie par une clairance de la créatinine supérieure à 130 ml/minute, bien que ce seuil soit vraiment défini de manière arbitraire et soumis à discussion, nous y reviendrons. En se basant sur cette définition de 130 ml/minute de clairance de la créatinine, l'incidence de l'hyperclérance est très importante en réanimation chirurgicale et notamment traumatologique, service dans lequel je travaille sur l'hôpital de Bordeaux. Vous avez ici des données rapportées de service avec en noir donc les pourcentages de patients présentant une augmentation de la clairance de la créatinine, et vous voyez que cette incidence peut aller entre 20 et 65% au cours de la première semaine, cette incidence dépendant de la population étudiée et pouvant aller notamment jusqu'à plus de 80% chez les cérébro-lésés. Les 3 facteurs de risque retrouvés dans la littérature sont le traumatisme sévère, le faible niveau de gravité à l'admission et l'âge jeune des patients. Ceci en rapport avec la physiopathologie de l'hyperclérance qui repose en fait sur le recrutement de la réserve fonctionnelle rénale. Cette réserve fonctionnelle rénale étant la capacité du rein à augmenter son activité en réponse à certains stimuli, qu'ils soient physiologiques ou pathologiques. Ce débit de filtration glomérulaire de stress va résulter en fait d'une vasodilatation artériolaire et d'une augmentation du débit sanguin rénal chez nos malades, généralement en réponse à un syndrome inflammatoire systémique ou un hypercatabolisme. L'augmentation du DFG, comme vous le voyez, n'est pas associée à une augmentation significative, enfin une diminution significative du taux de créatinine plasmatique, raison pour laquelle l'hyperclérance en fait, est une entité assez fréquemment méconnue dans nos services. Si on se base seulement sur la créatinine plasmatique pour le diagnostic de l'hyperclérance par les formules habituelles, Cocroft, CKD-EPI, MDRD, ces formules-là vont avoir tendance systématiquement à sous-estimer l'hyperclérance. Et c'est pour ça qu'à ce jour, le gold standard pour définir cette hyperclérance étant vraiment une mesure de la clairance de la créatinine urinaire, la fameuse formule UV sur P, sur 8 à 24 heures. Et vous voyez, même si on est bien d'accord, cette formule de la clairance de la créatinine est très limitée pour estimer le DFG, vous voyez dans notre étude une très forte corrélation entre la clairance de la créatinine et la clairance des antibiotiques, dans ce cas la pipéracilline. Au total, donc l'hyperclérance est maintenant reconnue comme l'un des principaux facteurs de sous-dosage et d'échec des antibiotiques à élimination urinaire. À titre d'exemple, je vous ai mis ici donc, les concentrations plasmatiques de pipéracilline schématisées chez 3 groupes de malades. Les malades avec une fonction rénale considérée normale, 60 à 130 ml de clairance, et
les hyperclérants modérés, 130 à 200, et les hyperclérants sévères à plus de 200 de clairance de créatinine. Et vous voyez que malgré une forte variabilité inter- et intra-individuelle, vous retrouvez une corrélation inverse entre les clairances de la créatinine et les concentrations à l'équilibre de pipéracilline qui était administrée à 16 grammes par jour IVSE. Vous voyez ici, schématisé en bleu, le seuil de 16 grammes par litre, qui correspond à la CMI maximale du PIO à la pipéracilline, et donc correspondant au seuil minimal à atteindre en cas d'antibiothérapie probabiliste. Et vous remarquerez le pourcentage croissant de sous-dosage en cas d'hyperclérance, avec dans notre étude, pour la pipéracilline, un seuil qui était fixé à 170 millilitres minute comme prédictif de sous-dosage. À noter, donc, les données de la littérature soulèvent toute la difficulté à fixer un seuil de clairance de la créatinine au-delà duquel une augmentation des posologies des antibiotiques pourrait prévenir tout risque de sous-dosage. Ce risque en fait, de sous-dosage dépendant du type d'antibiotique, de la dose et des modalités d'administration, notamment IVSE. Vous avez ici schématisé le taux d'atteinte des objectifs thérapeutiques pour 6-bétalactamine qu'on administrait dans le service en IVSE et qui était comparé chez des patients normoclairants en gris foncé et hyperclairants en gris clair. Et de cette étude, deux résultats principaux étaient à retenir. Premièrement, le risque de sous-dosage était bien plus faible en comparaison à d'autres études qui utilisaient les bétalactamines en administration intermittente. Notre étude suggérait donc que l'administration continue des bétalactamines permettait de diminuer le risque de sous-dosage pour des seuils de clairance de la créatinine qui étaient assez élevés. À noter, on n'avait aucun sous-dosage documenté dans cette étude pour les bétalactamines antipio telles que la ceftazidine, le CVPIM ou le péropénem lorsque l'on administrait ces doses à 6 grammes par 24 heures en IVSE, en respectant du coup les modalités de dilution et de concentration. Et ce, même pour des clairances de la créatinine qui pouvaient monter à plus de 200. Par contre, le risque de sous-dosage demeurait très significatif pour certains autres antibiotiques, tels que notamment la pipéracilline tazobactam, avec, en cas de sous-dosage, le risque de passer 100% du temps en dessous des CMI des germes suspectés. Et donc, pour ces antibiotiques, tels que la pipéracilline ou la céfazoline dans cette étude, seule une augmentation des posologies au-dessus de celles habituellement recommandées permettait d'éviter le risque de sous-dosage. Au total, à ma connaissance, en tout cas, deux stratégies peuvent prévenir le sous-dosage et l'échec thérapeutique en cas d'hyperclérance. La première, c'est bien entendu le monitorage pharmacologique. Premièrement, l'administration d'une antibiothérapie avec une dose de charge et un relais IVSE si possible, et dès le diagnostic d'hyperclérant, ou en tout cas dès la mise en évidence de toute source de pharmacovariabilité chez nos malades, doser les concentrations à l'équilibre des antibiotiques ou les valer en cas d'administration ponctuelle, avec du coup un ajustement des posologies en fonction de ce monitorage. Deux limites à ma connaissance à cette stratégie. La première, c'est la disponibilité et les coûts de ces dosages. Nous, sur Bordeaux, nous disposons que très peu de dosages pharmacologiques de nos antibiotiques, et en tout cas, pour les antibiotiques les plus couramment prescrites, tels que les C3G ou la pipéracilline, nous n'avons pas de dosage en routine de ces molécules, ce d'autant que l'obtention des résultats va nécessiter un délai pendant lequel votre patient est à risque de sous-dosage si les antibiotiques ne sont pas optimisés, notamment en cas d'hyperclérance. La deuxième stratégie, c'est celle que nous avons dans le service. En l'absence de monitorage possible de nos antibiotiques, nous prenons le parti de dire qu'un patient hyperclérant est à risque de sous-dosage avec un seuil qui a été défini de manière arbitraire dans notre service à 150 millilitres, qui permet en gros d'éviter tout risque de sous-dosage sans risque accru de toxicité pour la plupart des antibiotiques, notamment C1G, C3G et tazocilline. Lorsque nous débutons l'antibiothérapie probabiliste, si nous n'avons pas à disposition de l'ionogramme urinaire permettant le calcul de la clairance, nous nous basons sur des facteurs de risque et nous dégainons très facilement des posologies supérieures de pipéracilline, de C1G ou de C3G chez nos patients, et nous adaptons les doses quotidiennement selon le monitorage de la clairance de la créatinine urinaire mesurée chaque jour de l'antibiothérapie. Dès la réception de l'antibiogramme
et des CMI. On discute fortement l'intérêt d'une désescalade et de la durée totale d'une antibiothérapie, en espérant pouvoir raccourcir les durées chez des patients qui ont été correctement imprégnés en antibiotiques au cours de leurs premiers jours. Au total, cette stratégie a été évaluée par 2 papiers. Le premier, vraiment pour s'assurer que nous ayons une efficacité et surtout une tolérance de l'augmentation de ces posologies chez l'hyperclérant. Et vous voyez sur la gauche de l'écran l'augmentation nette des concentrations de piperacilline en étant à 20 grammes par jour IVSE et en définissant le sous-dosage par une concentration à l'équilibre à plus de 16 mg par litre. Nous n'avions plus aucun sous-dosage pharmacologique de piperacilline et vous voyez que nous n'avions aucune concentration à plus de 80 mg par litre et donc nous étions loin du surdosage et de la neurotoxicité des antibiotiques. À la droite de l'écran, une étude clinique avant-après, rétrospective mais ajustée à score de propension, qui vous démontrait que clairement, l'ajustement de ces posologies d'antibiotiques à la clairance de la créatinine permettait de réduire très significativement le risque d'échec thérapeutique de nos molécules, avec un taux d'échec thérapeutique qui passait de plus de 25% dans notre service avant adaptation des posologies, jusqu'à moins de 10% maintenant, ce qui était plutôt en faveur donc, de l'efficacité de cette stratégie. Donc, en conclusion, l'hyperclérance est très fréquente et sous-diagnostiquée en l'absence de mesure de la clairance de la créatinine urinaire. Les stratégies d'optimisation de l'antibiotique en cas d'hyperclérance seraient tout d'abord de la diagnostiquer et donc monitorer la clairance de la créatinine urinaire toute la durée de l'antibiothérapie, d'administrer des antibiotiques tant que faire se peut en perfusion continue après une dose de charge, en respectant bien entendu les consignes de stabilité et de dilution, d'ajuster quotidiennement les posologies selon la clairance de la créatinine urinaire pour les antibiotiques à risque. Et selon nos études, ces antibiotiques à risque semblent être les C1G, les C3G et la piperacilline tazobactam. Et si possible, bien entendu, lors de sources multiples d'interactions pharmacocinétiques et ou d'infections complexes ou justifiant une antibiothérapie prolongée, envoyer des dosages plasmatiques dans des délais les plus brefs. Je vous remercie. Merci Cédric pour ce topo qui a bien balayé le problème de l'hyperclérance. On n'a plus trop de temps pour les questions, mais j'en ai une très courte concernant les modalités de mesure de cette clairance urinaire en pratique pour les collègues qui voudraient la mettre en place dans leur réanimation. Est-ce que tu l'as fait sur 24 heures? Est-ce que tu peux la faire sur 8 heures? Est-ce que tu l'as fait sur échantillon? Donc, pourrais-tu, avec une réponse courte, nous donner ton expertise? Oui, absolument clair. Nous, dans le service, on l'a fait sur 24 heures, mais la clairance de la créatinine sur 8 heures a été parfaitement validée. Les délais plus brefs, je n'ai pas connaissance d'études ayant démontré ça. Ceci étant dit, en pratique clinique, on n'a pas de iono-U tous les jours. Dès qu'on dégaine une antibiothérapie chez les patients à risque, on dégaine forte dose et on envoie directement un iono-U sur 8 heures pour confirmer ou infirmer la présence d'une hyperclérance. Et ensuite, c'est iono-U des 24 heures pour toute la durée d'antibiothérapie. Ok. Et juste une autre question, le pic d'incidence de ces augmentations de la clairance de la créate, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'est J5, est-ce que j'ai J2, J10, ou est-ce que c'est très variable et finalement ça peut survenir pendant toute la période d'hospitalisation? Alors, dans les différents papiers qu'on a pu envoyer et sur les données d'incidence, le pic, effectivement, est à J4, J5, mais on a des patients qui, dès J1, J2, sont en hyperclérance, et c'est en pratique lié au niveau de gravité à la mission, vraiment. Okay. Dès que le patient commence à s'améliorer, J4, J5, c'est là où apparaît l'hyperclérance. Donc, en fait, il faut, dès le début, le monitorer et finalement le monitorer pendant toute la durée de l'antibiothérapie, comme tu nous l'as bien rappelé. Merci Cédric.